Bien, merci de votre patience. Donc, on va commencer une de ces rencontres Hippocrates qui, dans leur esprit, sont une communication, un échange avec le public. Alors, on avait mis au programme, il y a 15 jours, une séance sur Tchernobyl et Fukushima. Et je dois vous dire que j'étais obligé d'annuler parce que le débat contradictoire a été refusé par certains, ce que j'ai trouvé inadmissible par rapport à nos objectifs qui est de faire voir plusieurs points de vue, et on ne peut pas donner un seul point de vue, celui, par exemple, des pro-nucléaires ou des anti-nucléaires. Je le dirais comme ça. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur et la chance de recevoir Xavier Emmanuelli, dont tout le monde connaît les engagements très forts, notamment dans le domaine social, notamment au SAMU social et pour les SDF. Et il va nous parler aujourd'hui des SDF, un problème compliqué et très important. Et je donne la parole à Christian Hervé qui va nous présenter, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire de le présenter, Christian, qui va nous présenter Xavier Emmanuelli. Je vais faire un scoop, parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que représente Xavier Emmanuelli au laboratoire d'éthique médicale, et qu'on appelle maintenant laboratoire d'éthique médicale et de médecine légale, puisque la réflexion éthique est une réflexion aussi sur les normes. Et bien sûr, une norme, il y a ceux qui sont dans la norme, ceux qui sont en dehors de la norme, les inclus, les exclus. Et vous comprenez qu'en plus, travaillant sur l'homme, eh bien, cet homme, c'est bon de le dire, Xavier, avec tout son parcours dont il vous parlera peut-être, on ne sait jamais à l'avance ce qu'il va nous dire. J'étais encore lundi avec lui au Bernardin. Je ne suis même pas sûr que lui-même, il m'a dit « je ne vais pas être ordinaire aujourd'hui ». Alors on va voir l'extraordinaire. En tout cas, par rapport au laboratoire d'éthique médicale, c'est lui qui a fait en sorte de me nommer avec mon doyen. Sinon, il n'y aurait pas de laboratoire d'éthique médicale. Et c'est lui qui a aussi, avec le directeur général de l'INSERM d'alors, eh bien, il a tout simplement inauguré ce laboratoire. Et quels étaient ses propos lorsqu'il était venu? C'est de dire que dans une société où la médecine devenait de plus en plus technicienne, et c'était heureux, puisque ça nous permettait de conquérir, bien entendu, par rapport à la maladie, par rapport à l'ignorance, un certain nombre de bastions, et bien qu'à côté de ça, il était important que se développât justement une réflexion humaine qui justement devait se développer à la faculté de médecine, telle que nos doyens, je dis en premier le doyen Philippe Even, et surtout ensuite Patrick Berche, l'ont tout à fait voulu, puisque maintenant nous avons la chance non seulement d'exister, mais aussi d'être reconnus, y compris par nos collègues scientifiques. Donc merci Xavier de venir nous rencontrer. Nous sommes là pour t'entendre. Tu as une demi-heure à 3/4 d'heure pour t'exprimer comme tu veux. Et ensuite, tu auras deux amis, deux collègues qui peuvent éventuellement avoir des idées peut-être différentes. Jean-Guilhem Zéry, qui se présentera bien sûr, et ensuite le professeur, ou avant, comme ils voudront, le professeur Jacques Blacher, qui est un de nos collègues, et nous sommes heureux. Et vous-même, si je ne me trompe pas, vous êtes biologiste, et donc vous êtes très mixte, donc en définitive. On va vous découvrir à travers vos écrits. Et bien sûr, ces trois personnes ont écrit des choses, et je vous conseille fortement que ce soit le soin dans tous ses états, que ce soit la grande exclusion, que ce soit pourquoi les gens vivent dans la rue. Tous ces éléments-là qui sont par Xavier Emmanuelli, ils vous sont éventuellement possibles, parce qu'après, non seulement que le discours a été donné, il est important qu'il se pérennise et qu'on le travaille. Tu as la parole, Xavier. Écoutez, je suis tout à fait content d'être ici et de pouvoir parler à la fois de l'urgence, à la fois des SDF, à la fois des pistes qui vont s'offrir à nous, parce que notre culture, notre société est en train de changer, et de changer profondément, et l'avenir ne sera pas linéaire. On est à la veille d'un bouleversement et de repères de référence
qui vont être sans doute très importantes. Alors le titre, c'est l'urgence de la prise en charge des sans domicile fixe. Moi, je suis d'accord, c'est très urgent. Et surtout, ça va être d'actualité cet hiver. Les questions vont se poser, comme chaque entrée d'hiver. Et les SDF ne sont pas liés à la météo, c'est ça que je veux dire. Et c'est un peu dommage que ça devienne une question d'actualité quand arrive l'hiver. Mais enfin, c'est comme ça. C'est la loi des médias. Je voudrais avoir une petite méditation sur l'urgence, justement. L'urgence est une notion que les médecins n'aimaient pas. Ils n'aimaient pas parce que ils ont affaire avec le temps. C'est-à-dire que, par exemple, dans la maladie infectieuse, il y a le temps de l'incubation, il y a le temps de la déclaration et il y a le temps de la convalescence. C'est un temps long. Et les médecins qui avaient affaire à cette biologie, à ce temps long, et quand ils ont été confrontés à cette notion d'urgence, ils n'ont pas aimé du tout. D'où elle vient cette notion d'urgence? Bien sûr, ils rencontraient dans leur pratique, ils rencontraient des situations extrêmement urgentes, une hémorragie, une crise de colique néphrétique, où il fallait intervenir tout de suite. Mais ce n'était pas la finalité des médecins. Ils voyaient plutôt l'accompagnement. Les médecins, ils avaient, en quelque sorte, je fais ce petit rappel, ils avaient 5 grandes fonctions. Évidemment, de prescrire, d'abord diagnostiquer, prescrire, et c'était un prescripteur, mais aussi en même temps un peu sentinelle. La deuxième fonction, c'était un médecin de famille, c'est-à-dire c'est un médiateur, puisqu'on l'appelait le médecin de famille justement, et il comprenait les tensions qu'il pouvait y avoir entre générations, entre collatéraux, et était là pour mettre de l'huile dans les rouages, entre les belles-mères, que sais-je encore, les gens avec qui on est fâché, le cousin. Et il avait son rôle. Le troisième rôle, c'était en quelque sorte un notable. Le médecin, il était connu dans son quartier, même ceux qui ne faisaient pas appel à lui. Il avait une stature avec la clinique, le curé, l'instituteur, enfin, il avait une stature. Le quatrième, les gens ils n'étaient pas déniaisés comme maintenant. C'est-à-dire que la culture, si j'ose dire la culture, enfin les représentations, l'information du corps, de la sexualité, des comportements, c'était pas répandu comme ça. Les gens se sentaient un mystère de leur organisme et de leur comportement. Donc on le soupçonnait d'avoir des points de vue sur la vie, la mort, sur autre chose. Pas un gourou, mais presque. Et sa cinquième fonction, c'est celle que je regrette le plus, c'était sa fonction d'accompagnement fraternel. À l'époque, les gens pouvaient mourir à domicile. Et on n'appelait pas forcément le médecin, mais lui, il les connaissait. Et il faisait cette fonction d'accompagnement, qu'on appelle maintenant soins palliatifs, mais qui était plus important que soins palliatifs, parce qu'il avait tout ça avec lui. Et j'appelle accompagnement fraternel. Je ne sais pas si ce mot est juste, mais par exemple, il y avait eu dans les années 50 une grande épidémie de polio. On ne pouvait pas faire grand-chose, mais il était au chevet de ces malades qui étaient jeunes, ces jeunes malades. Et moi, j'ai vu, à l'époque, on prescrivait, on ne savait pas trop quoi faire, évidemment des massages, des rayons ultraviolets, enfin que sais-je, pour essayer d'accompagner, voilà, et de, si j'ose dire, ramollir un peu ces muscles tout à fait crispés. Et donc l'urgence est arrivée et a détruit ça. Et l'urgence, elle vient du monde militaire. Et c'est les médecins, les anciens médecins militaires, je donne des grands noms que je voudrais que vous n'oubliez pas, et en particulier Henri Laborit. Mais vous avez Larcan, vous aviez Vourche, vous avez Huguenard. Tous ces gens ont servi dans les armées, soit la campagne de France, soit la guerre de Corée, d'Indochine, bref. Et ils ont acquis cette connaissance de l'urgence. Qu'est-ce que c'était? C'est de pouvoir intervenir devant un afflux considérable de victimes et pouvoir faire un triage, un diagnostic rapide, pour pouvoir, une fois qu'on a fait ce diagnostic, donner évidemment les premiers signes, mais surtout évacuer en fonction des moyens dont on dispose. C'est-à-dire qu'on choisit, on désigne les besoins en fonction des moyens. C'était une révolution conceptuelle
qui n'a rien à voir avec l'éthique, la déontologie, c'est totalement pratique. Et l'urgence considère le corps comme un organisme, comme une machine. Il n'y a pas d'arrière-pensée, celui-là est plus utile à la société, celui-là est plus sympa, celui-là est plus... Non, c'est qu'est-ce que je peux faire en fonction des outils dont je dispose. L'urgence est très pragmatique et n'a pas d'arrière-pensée éthique. Elle n'en a pas. Elle ne peut pas en avoir. Donc ça a été une révolution. Ces anciens médecins, je voulais dire qu'au front, on mettait aussi les plus anciens, les plus expérimentés, ceux qui avaient une vraie connaissance de la pathologie. C'est ceux-là qu'on mettait en avant, pas les petits jeunes. On mettait des vieux loups pour pouvoir faire correctement ce diagnostic rapide et cette orientation. Et l'urgence est arrivée parce que ces médecins, qui avaient cette connaissance là de l'urgence immédiate, il y avait, des degrés de l'urgence. D'urgence immédiate, une balle dans le cou, une hémorragie, urgence immédiate. Puis il y a une urgence qui pouvait attendre, l'urgence des 3 heures. Puis une urgence, on pouvait attendre une balle dans la jambe, balle dans le foie, ça peut attendre encore un peu. Et puis, l'urgence, ça c'est l'urgence retardée, et l'urgence dépassée. Et qu'est-ce qu'on entend par dépasser? Dépasser parce que c'est trop grave, mais dépasser par mes moyens, dépasser par ce que je mets à disposition. Donc parfaitement cynique, pragmatique, et très utile. Donc, à l'époque, quand le SAMU était introduit, en France en particulier, il y avait 13 ou 14 000 morts par an d'accidents de circulation. Et ils ont introduit cette méthode de l'urgence, et les médecins n'ont pas du tout aimé. Vraiment, ils ont freiné des cas de fer en disant « mais qu'est-ce que vous allez faire ?» Parce qu'il s'agissait de l'hôpital hors des murs, c'est un concept génial, révolutionnaire, subversif. Il s'agissait d'aller au-devant des gens, là où ils se trouvent, à l'heure où, même au plein milieu de la nuit, 2 heures du matin, d'y aller tout le temps. Et c'était l'hôpital qui se déplaçait. Ce n'est pas une ambulance du coin, c'était un sas de réanimation avec des professionnels qui allaient sur le terrain. Et ce qui veut dire que c'était une logistique considérable, c'était des personnels, c'était extrêmement lourd, et 4 grands principes. Premièrement, on est disponible, on est des équipes mobiles. Deuxièmement, n'importe qui peut appeler. Troisièmement, il y a un aval, c'est-à-dire que l'urgence débouche sur la hiérarchie d'après. L'urgence ne peut pas tourner pour elle-même. Elle peut aller d'un endroit à l'autre, c'est un relais, mais l'urgence, c'est le moment où on peut mettre en condition, ça s'appelait mettre en condition, on fait les premiers soins, et là, il y avait vraiment une doctrine, avec des connaissances du choc, de la pathologie des premières minutes, et bref, ça a fait faire dans la prévention des progrès considérables. Donc, l'urgence s'est imposée. Elle a été efficace. Elle a été formidable. Mais elle a été tellement bien, tellement efficace, que ça a été la seule porte d'entrée dans le système sanitaire. Et l'urgence a en quelque sorte brouillé le message médical. Et les dispositifs d'amont, ces médecins aux 5 fonctions, se sont trouvés malheureusement exclus de ce projet sanitaire. Et ils ont été rejetés, c'est de leur faute, ils n'avaient qu'à se défendre, ils ont été rejetés très en aval pour les soins de suite, pour le long terme. Et les médecins n'ont pas participé, les médecins généralistes dont je parlais, ils n'ont pas pu participer à ce grand projet. Il était tellement puissant, tellement efficace, qu'on n'a plus vu leur rôle. Et ce rôle, maintenant, on le découvre, il nous manque. Il nous manque cet accompagnement, cette connaissance, cette médiation, cette délicatesse éthique. Qu'est-ce que c'était ce couple mystérieux médecin-malade? On disait, il était régi par les 3 principes, le secret médical, le libre choix du médecin, le colloque singulier. Dites-moi si dans l'urgence, on a le libre choix du médecin. Non. Est-ce qu'on a un colloque singulier? Il n'y en a pas question. Et le secret médical est transmis partout. On a besoin d'avoir les données, ne serait-ce que pour les payer. Et donc, ça a bouleversé, ça a écrasé cette fonction et ça l'a complètement transformée. L'urgence a considéré, ça vient de Descartes, mais ça a été la métrie, comme l'homme-machine, l'homme mécanique.
Alors, là, on a actuellement une culture très étrange qui ne s'est jamais produite avant. Jamais. On n'a jamais eu ça dans l'histoire des sociétés. Qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà qu'on a changé, l'humanité dans son ensemble, a changé d'environnement. Ce n'est plus des sociétés traditionnelles. On va vivre en ville ou périurbain. Ça, c'est une première donnée. La deuxième donnée, c'est qu'on va vivre très vieux, très longtemps. Une petite fille qui naît maintenant, elle va vivre jusqu'à 100 ans et tout le monde trouve ça tout à fait naturel. Dans quelles conditions? Ça, c'est une autre question. La troisième donnée, c'est la plus étrange. On est dans la culture du temps englouti. Je vais m'expliquer. C'est ce que j'appelle, mais je l'ai piqué à quelqu'un, la notion de temps-lumière. C'est-à-dire qu'on a l'information immédiatement, à travers le monde, tous la même information. Mais ce temps-lumière, comme on dit les années-lumière, fait qu'on ne peut pas avoir de mémoire. C'est-à-dire qu'on vit dans un présent et on ne peut pas mémoriser. Le média ne peut pas avoir de mémoire. Donc on ne sait pas et on n'arrive pas à se projeter dans le futur. Puisque comme le temps n'existe pas, c'est un temps présent, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de linéarité. Alors, ce qui fait que philosophiquement, comme dans l'univers, il n'y a pas de début, il n'y a pas de notion de commencement, il n'y a pas de notion d'origine, d'où on vient et où on va. On est dans un temps statique, figé. Les médecins sont totalement déboussolés là-dessus. Moi, je me souviens, lorsque j'étais à Nanterre, qu'on soignait des gens qui ont été ramassés par la police, c'était des gens frustres, des clochards. Quand je faisais des pansements, on dit, vous venez mercredi, revenez mercredi. Mais ça ne veut rien dire mercredi, puisqu'il ne se passe rien dans le présent. C'est un temps instantané. Donc on ne peut pas se projeter. Et voilà ce qui nous arrive. On est dans un perpétuel présent. Nous, on s'en fout, puisque on va, on vient, on a encore cette notion de passé, présent, avenir. Mais quand on est dans l'exclusion, et c'est le deuxième point de vue que je voulais donner, on est dans l'exclusion, dans cette étrange culture où il n'y a pas de temps, où on est tous groupés les uns avec les autres, eh bien, on est un petit peu à l'abandon. Et l'urgence, comment faire? Est-ce que c'est la seule manière de soigner les gens? Alors, j'ai monté le SAMU social par analogie au SAMU que je vous décrivais tout à l'heure. Parce que l'idée, c'est d'aller à la rencontre des gens, c'est de sortir de ces murs. Mais c'est un peu compliqué lorsque sortir au nom de quoi et pourquoi. J'ai pris la suite, en créant le SAMU social, d'un dispositif qui existait depuis le 19e siècle, qui était la brigade d'assistance pour personnes sans abri. C'est-à-dire qu'on transformait la problématique de l'exclusion en problématique d'ordre public. C'est-à-dire que les gens qui sont dans la rue sont des délinquants, ils n'avaient qu'à pas y être. Et si ce sont des délinquants, ils transgressent l'ordre public, donc c'est la police qui doit les ramasser. Elle avait tout à fait le droit. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'on doit considérer les malades et les gens. Et donc le SAMU social est venu à la suite de ça. Maintenant, ils sont transformés, mais vous avez peut-être remarqué, la police, ce n'est pas des assistantes sociales. Ils ramassaient les gens avec conviction. Et on ne peut pas imaginer à notre époque, et c'était à notre époque, à 92, qu'on puisse traiter une catégorie de gens comme ça. Alors le SAMU social, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que, je répète le SAMU, je vais à la rencontre des gens au nom du danger qu'ils représentent pour eux-mêmes. Et on s'approche, et ça reste toujours en débat. Pourquoi? Il faut les prendre de force, ils ne se rendent pas compte que l'hiver c'est froid. Il y a un débat bidon, pervers autour de ça, qu'il y aura cet hiver encore, je le parie. On va au-devant des gens parce qu'ils souffrent. Et ils souffrent, et ils ne savent pas le dire. Et c'est une souffrance qui ne peut pas dire son nom. Elle ne le dira jamais. Et mes camarades psychiatres, lorsque je disais, mais pourquoi ils ne demandent pas? Ils disaient, parce que le seuil de la douleur est augmenté dans la rue. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de demande. Et là, je combats cette idée. Il n'y a pas de demande avec la bouche. Il y a de demande
en se terrant dans un coin. Il y a une demande en se résignant à sa position. S'il n'y avait pas de demande, ben, il n'y aurait plus d'humanité, parce que quand un garçon rencontre une fille, il n'y a pas une demande formelle. Il y a des gestes, des attitudes qu'il faut interpréter. C'est précisément là que se place toute notre humanité, en interprétant, en regardant l'esthétique, l'éthique qu'il y a autour de cette rencontre mystérieuse entre deux personnes. Et c'est là-dessus aussi que je voudrais attirer votre attention. C'est une personne humaine, quelle qu'elle soit, parce qu'on est tous de même rang sur la Terre, pas de même rang social évidemment, une personne humaine, ça reste et ça restera toujours une énigme irréductible. On ne pourra jamais savoir ce qu'il y a dans la tête de l'autre et dans le cœur de l'autre. Mais donc il faut les aider. Et le SAMU social, la seule méthode, et il n'y en a pas d'autre, pour s'approcher d'eux, c'est une méthode de l'urgence. Et je dis formellement que l'urgence est une méthode, n'est qu'une méthode, pas autre chose. Une méthode pour approcher les gens et pour les amener, à travers le soin et la compréhension, vers d'autres hiérarchies. J'ai fini ou j'ai encore un peu de temps? Ben, vous m'arrêtez quand vous en avez marre. On est venu ici pour t'écouter, je le rappelle. Non, mais pour échanger. Et donc, comment faire pour s'approcher des gens qui ne demandent pas avec leur bouche, mais qui demandent avec leur... J'ai mis du temps à comprendre. J'ai été médecin-chef à la prison de Fleury-Mérogis parce que c'était l'époque où arrivait l'épidémie de sida, qui était liée à un comportement étrange, une épidémie comme il n'y avait jamais eu non plus, qui était la drogue intraveineuse. Ça date de 73. Je ne veux pas dire que ça n'existait pas, la drogue, mais on ne faisait pas. Il a fallu une rencontre avec la société industrielle, c'est-à-dire un produit, des seringues jetables. Quand j'ai fait des remplacements de médecine, il y avait de jolis instruments qui étaient des seringues en verre magnifiques, 10 cc, 20 cc, 5 cc, 50 cc, qu'on faisait bouillir dans des poissonnières comme ça. Mais c'était beau en plus. Mais il fallait faire bouillir parce que des aiguilles magnifiques. Et les seringues jetables sont venues. Je ne dis pas que c'est pour la cupidité des marchands, mais ça facilitait, par exemple, le diabète. On pouvait se traiter facilement, n'oubliez pas. Il n'y a pas besoin de faire des grandes démarches. La rencontre d'un produit comme l'héroïne, d'une seringue, c'est-à-dire du matériel jetable facile, a créé un étrange comportement, c'est-à-dire cette diffusion de la drogue. On connaissait la drogue, mais elle était en quelque sorte limitée. Toute la police connaissait les vieux cocaïnomanes, comme Freud d'ailleurs, les vieux opiomanes devenus des colonies. L'héroïne, on connaissait aussi, on pensait que c'était... Et prenez vos vieux livres de psychiatrie, vous verrez que c'est considéré comme une perversion à l'époque. Et comme une curiosité, mais qui était bien entourée. Et cette diffusion, cette échappée, qui était sans précédent dans l'histoire, a fait qu'il y a eu l'hépatite C, mais même, il y a eu la drogue intraveineuse, et ça a fait une exclusion faramineuse chez des gens jeunes. Et à l'intérieur de cette épidémie, toxicomanie, il y a eu une épidémie HIV. Et comme des poupées gigognes, il y a eu facilitation de ces épidémies de drogue, HIV et de tuberculose. Les unes s'emboîtant les unes dans les autres. C'était fascinant. Moi, j'ai eu le privilège, vu mon ancienneté à MSF, de voir mourir une épidémie mortelle, la variole. Je l'ai vu disparaître. Il y avait des chasseurs de primes. L'OMS donnait 500 dollars pour qui ramènerait un cas dans les années 78, un cas de variole. Puis elle a disparu de l'humanité. C'était fascinant. Mais dans le même temps, à peu près, mais il n'y a pas forcément, pas du tout même de coïncidence, encore que des gens ont franchi le pas, en particulier Mirko Garemek dans l'histoire du sida, il dit
la disparition d'un grand prédateur viral a fait monter et donner sa chance à un autre prédateur qui n'a pas eu la chance de s'exprimer et dit, bon, il y a une coïncidence, est-ce qu'il y a une relation de causalité? Je ne veux pas. Moi, je trouve que c'est tellement poétique de dire qu'il y a une relation de causalité, mais je ne l'imposerai pas. Et donc, j'ai vu disparaître une pandémie et vu apparaître une autre. C'était fascinant pour un médecin. C'est-à-dire que les entités biologiques, elles peuvent mourir et peuvent naître à la surface de la Terre. Et donc, ça m'a intéressé. J'ai été médecin à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Et là, j'ai compris que quand on ne peut pas parler avec sa bouche, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Lacan qui l'a formulé, c'est le corps qui s'exprime. Il s'exprime comment? Il s'exprime par signes, tatouages, comportements, enfin, etc. Et il y a des rites qui se sont installés, puisqu'on a l'humanité, c'est le symbolique. C'est qu'entre nous, on a besoin du symbole, autrement, on se saute dessus, on se tape dessus, tout ce qu'on veut. Le symbolique, c'était l'échange de seringues. C'est comme dans les romans de chevalerie, l'échange de sang. Puis là, c'était l'échange de seringues. Et ça a diffusé. Et c'est pour ça que j'ai été médecin à Fleury-Mérogis. C'est comme ça que j'ai compris l'exclusion. Mais je l'ai compris comme un médecin. C'est-à-dire que je pense, et c'est une universelle, et les sociologues, les anthropologues ne me comprennent pas. Je pense que pour aborder les gens, quels qu'ils soient, on les aborde par le soin. Alors évidemment, ça nous permet de cataloguer des symptômes, de voir la suite. Mais je crois que c'est par là, si on veut rendre service aux gens, que nous, médecins, soignants, on y arrive à commencer un travail, à condition de savoir parler avec les autres. Quand on est expert médicaux, par exemple, plus on est expert, moins on a envie de parler avec d'autres experts d'une autre spécialité. On ne se comprend pas. Les spécialistes, les experts sont coupés de l'universel. C'est-à-dire ils ne voient pas l'humanisme et la condition qu'il y a derrière. Et chacun, c'est peut-être notre malheur, plus on est puissant, moins on est généraliste. Et comment faire les deux? De même, et c'est pour ça que je parlerai encore de mots de l'exclusion, tout soignant, tout médecin a un regard divergent. Il propose, son premier regard, c'est de s'occuper de chacun, de chaque homme, de l'individu. Et son autre regard, c'est de s'occuper du groupe. C'est-à-dire qu'on fait de la santé, mais aussi de la santé publique. C'est-à-dire qu'on est balancé entre deux impératifs qui ne sont pas contradictoires, qui ne doivent pas l'être, mais qui ne sont pas compris, en somme. Quand vous verrez dans les programmes politiques, on va vous parler des exclus. Mais ça ne veut rien dire pour moi. Pour moi, médecin, ça veut dire, oui, certes, il y a des traits communs, ce n'est pas mon boulot, je ne suis pas politique. Mon boulot, c'est qu'est-ce que je fais pour chaque individu qui a mal, qui a peur, qui ne sait pas l'exprimer et qui va mourir. Donc, chacun d'entre nous a ça. Ça me fait penser, un jour, je faisais une petite causerie, comme ça, aux urgences. Et j'avais réuni mes copains gentils, des jeunes, pour expliquer ce que c'était le SAMU social. Et il y a quelqu'un très gentil qui voulait me mettre en défaut et dit, alors, parlons-en. Quand tu es malade, c'est plus les siens, quand tu es malade, arrive aux urgences pour cuver pour la 52e fois leur cuite. Explique-moi. Et la réponse, elle est facile. Je dis, mais attends, tu es un guérissant ou tu es un soignant? Je ne demande pas de le guérir, je demande de le soigner. Et cette notion de soin et de guérison, elle est ambiguë. C'est là-dessus que va reposer tous les débats. C'est que, en fait, au fur et à mesure, des gens comme mon père qui était médecin généraliste, il savait qu'il y avait des choses dont on ne guérissait pas, puis de toute façon on ne guérit pas de la vie. Mais il savait qu'il y avait des maladies qui lui échappaient. Donc il avait une attitude humble là-dessus. Il s'entourait de spécialistes, tout ça, mais la guérison, c'était l'objectif. Mais quand on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Ça dépasse. Mais là, il nous est donné. On est devenu très puissant. Et par analogie, on a l'impression qu'on va vers une éternelle réparation. Comme si on pouvait réparer une machine. Et c'est vrai
que la perception qu'on a de nous-mêmes à cause de la diffusion de cette culture ou sous-culture, appelez-la comme. On se voit comme une machine. Bon, la hanche ne va pas, on la remplace, le genou, le foie, on peut le remplacer, le cœur, les poumons. Donc on peut remplacer des pièces détachées. Et chacun sur la Terre a potentiellement la possibilité de donner des pièces détachées, bon, aux besoins en effet artificiels. Donc on est une machine, une mécanique, et puis heureusement il y a des ingénieurs, des garagistes qui vont changer ces pièces éternellement, parce qu'on n'envisage pas l'usure et la finitude de notre statut. Oui, mais dans le même temps, on dit, mais occupons-nous un peu de nous, regardez-moi, entourez-moi, et le maître mot, aimez-moi. Et c'est ça que demandent les gens dans l'exclusion. Regardez-moi avec attention, manifestez-moi de la sympathie, et plus, parce que j'ai une misère, parce que j'ai des lésions, aime-moi à cause de ça. Et je vais mettre au premier plan ma victime, mon statut de victime. Il y a une grande ambiguïté là-dessus. Je soigne ou je guéris? Qu'est-ce qui m'est demandé? Et dans quelles conditions? Est-ce que je suis impliqué dans sa vie et son devenir? Non. Est-ce que c'est que de la mécanique? Mais non. C'est quoi qu'on me demande? Et c'est précisément notre engagement. Je n'ai plus à ma disposition le libre choix du médecin, le secret médical, le colloque singulier. J'ai plus ça. C'est pas mes outils. Je fais quoi alors? Alors je fais le mieux que je peux. Je monte un dispositif pour m'approcher de tout le monde. Ils sont différents, hein, que ce soit les jeunes en errance. Je pourrais en parler si vous avez des questions. Des gens qui n'en finissent pas de rester sur la Terre jusqu'à la dépendance totale. J'ai les grands clochards. J'ai les fous. On ne sait pas les traiter. Et c'est un paradoxe. Plus j'ai de molécules, antidépresseurs, neuroleptiques, psychotropes, plus j'ai de molécules à ma disposition, moins je sais m'occuper d'eux. Ah, évidemment, s'il y a un pétage de plomb aigu, je sais. Voilà. Les contraintes. Et puis il y a un mystère. C'est les migrants. Le monde entier s'est mis en marche. Et le problème de l'immigration, c'est un problème qui est devant nous pour 3 ou 4 générations. Comment on va faire? Comment on fait avec les vieux? Comment on fait avec les migrants? Alors, je suis en bagarre, c'est vrai, avec les caricatures. De temps en temps, vous voyez un autoproclamé qui dit, c'est facile, c'est housing first. On donne un logement à tout le monde. Et on donne un travail à tout le monde. Et bien sûr, on donne l'accès aux soins faciles, à la santé même. Vous savez, l'état de complet bien-être, non seulement physique, psychique, bref. On donne des objectifs, sans dire comment on s'y prend. C'est comme dans la loi, on a le devoir de porter secours, mais on fait comment? Oui, je sais bien, mais on fait comment? Expliquez-moi. Donc il y a une non-compréhension avec les médias et les politiques sur le travail qu'il y a à faire pour les exclus. L'intitulé, c'était « Urgence de la prise en charge ». Je peux dire aussi la prise en charge en urgence. On n'a rien d'autre à notre disposition. Le monde a changé de point de vue. On ne peut pas garantir du boulot. Dire on va vivre tous en ville. On ne peut pas garantir un logement. Qu'est-ce qu'on fait? On fait comme on peut, mais surtout on ne claironne pas. Et surtout, c'est là-dessus que je voudrais finir avant les questions. Les exclus, quand on parle des exclus, ils sont perçus comme une sorte de lumpenprolétariat. Lumpenprolétariat, c'est la lutte des classes. Il a été décrit en 1848 par Karl Marx en disant c'est les restes d'une caste pourrissante. C'est ces mots, hein, et qui va contre leurs propres intérêts de classe. Alors c'est qui ces mauvais sujets? C'est des étrangers, tout ça. Comment les inclure dans la lutte des classes? On les appelle le lumpen. Et puis, bon, le marxisme s'est posé, mais ces gens ne rentrent dans aucune catégorie. Sinon, de temps en temps, on dit c'est des sans. Sans domicile, sans droit, sans travail, sans logement, sans éducation.
Mais s'ils sont des 100, c'est que quelqu'un leur a piqué. C'est qu'il y a une classe malfaisante et malveillante qui leur a piqué. Donc on est dans la lutte des classes. Ils ne savent pas qu'ils sont dans la lutte des classes. Mais c'est un vieux concept qui traîne. Et de temps en temps, vous avez Monseigneur Gaillot, l'abbé Pierre, Augustin Legrand, vous en avez des grands médiums pour mettre en scène cette lutte sans fin. Mais ce n'est pas sous l'angle de la lutte qu'il faut le regarder. En tout cas, c'est ce que je voulais dire ce soir, puisque vous avez eu l'amabilité de m'inviter et donc d'entendre mon point de vue et ma parole. Il n'y a que des gens à l'unité. Voilà quel est mon message. Nous avons invité Jean-Guillaume Zéry parce qu'on pensait qu'il était important qu'une personne ayant fait un livre aussi important que Le soin dans tous ses états, j'y reviens, qui m'a inspiré pour faire mon cours dans le master d'éthique sur justement qu'est-ce que soigner, eh bien il y a une notion qui est une notion particulièrement importante, qui est celle en définitive de l'être. Autant l'être dont on vient de parler, c'est-à-dire de l'être du sans-abri, de la personne, de cette personne, de ce mystère, comme tu as dit, mais aussi l'être du soignant. Et d'ailleurs même, M. Xéry écrivait d'ailleurs, écrit tout le temps, je pense qu'il le dit toujours, comme quoi le soignant se transforme justement dans sa pratique, qui est sa pratique vis-à-vis des personnes exclues. Ce serait peut-être intéressant d'avoir sa réaction vis-à-vis de cette question que je lui pose et au propos de Xavier. Merci. Merci de cette invitation. Toujours difficile de prendre la parole après Xavier, évidemment, compte tenu de son expérience et la richesse de son propos. Et il me semble que tu nous as donné là deux clés, me semble-t-il, déterminantes, notamment au regard des questions que vous proposez. Tu dénonçais la vision de l'homme-machine. Et tu parlais d'accompagnement fraternel. Il me semble que là, il y a véritablement des clés pour un progrès de la prise en charge des sans domicile fixe, mais plus largement de toutes les personnes qui, quand on est en position de soignant, quelle qu'elle soit, nous sont confiées. Et tu as terminé ton propos, et la transition sera vraiment directe sur « il n'y a que des gens à l'unité ». Voilà, ça pour moi c'est vraiment le cœur de la prise en charge et le cœur du soin et le cœur du prendre soin. Moi, je le dirais en disant il n'y a que des personnes. Il n'y a que des personnes. Des personnes dans toutes ces dimensions. On voit bien aujourd'hui l'environnement que l'on sait, politique, économique, financier, et plus particulièrement dans le milieu du soin, qui est directement impacté par toutes ces contraintes, mais aussi des évolutions culturelles. Xavier, tu disais qu'on change de monde très clairement, en profondeur, changement de culture majeur. De plus en plus de pression sur les soignants. Qu'est-ce qui aujourd'hui sera un enjeu de progrès ? Qu'est-ce qui sera un enjeu de progrès ? Il me semble que ça sera de trouver un équilibre entre les différentes dimensions du soin, la dimension technique, la dimension relationnelle et la dimension spirituelle. Évidemment, c'est cette dimension-là que je développerai davantage. Dimension technique, évidemment, c'est dans le domaine médical, bien sûr. Je crois qu'on est ici dans un lieu d'élection et d'expertise dans le domaine. Je ne développerai pas, mais la technique, elle est aussi dans le domaine social, dans le domaine de l'organisation, de la logistique, des prestations sociales, enfin, etc. Donc, oui, tout ce qui est du domaine du technique. Mais évidemment, l'enjeu, c'est... Et aujourd'hui, à l'époque qui est la nôtre, il y a vraiment un déséquilibre entre ces trois dimensions du soin. Un déséquilibre, vous le sentez bien, au profit de la dimension technique. La dimension relationnelle, elle perd du terrain. La dimension spirituelle est quasiment absente. Alors oui, il n'y a que des personnes dont qu'il faut soigner ou prendre soin, accompagner. Une personne, c'est quoi ? C'est toutes ces dimensions. J'allais dire corps et âme, être attentif à toutes ces dimensions.
Donc la dimension relationnelle, pourquoi elle est absolument indispensable? Parce que, évidemment, on sait tous, là aussi, quel que soit le positionnement du soignant, la valeur thérapeutique de cette dimension relationnelle, du temps relationnel. Mais j'ajoute, puisque vous m'interrogez sur la dimension de transformation du soignant, la dimension relationnelle, elle est extrêmement gratifiante pour le soignant. Donc ça ne va pas simplement dans un seul sens. Et pour ceux d'entre nous, et probablement tous ici, qui avons l'expérience de la souffrance, soit directement, soit indirectement, soit en position d'accompagnant ou de témoin ou de sujet, on sait bien qu'au plus profond de nous-mêmes, on est atteint. Et que la souffrance, ce n'est pas simplement une souffrance clinique que l'on ausculte, que l'on mesure, que l'on visualise par de l'imagerie, etc. C'est d'abord et avant tout une expérience intérieure. Une expérience au plus intérieure, au plus profond de nous-mêmes. Et cette expérience de la souffrance, elle a deux effets. Elle ébranle en profondeur notre identité. Et cet ébranlement profond de l'identité a deux conséquences. D'abord, l'expérience de la souffrance, ça isole. Et l'expérience de la souffrance, ça divise intérieurement. Et effectivement, les personnes de la rue, on appelle volontiers personnes de la rue pour bien mettre en avant que ce sont d'abord des personnes, ben finalement, c'est ce qu'elles vivent, c'est ce qu'elles nous renvoient. L'expérience, effectivement, de leur histoire de vie douloureuse les isole du reste de la société, les rendant en difficulté pour entrer en relation, parfois même les décourageant sur leur capacité même à entrer en relation. Et puis, ça divise intérieurement, ça les clive. Et il n'est pas rare de rencontrer des personnes qui sont dans la rue, dans la grande exclusion, qui vont parler de leur corps à la troisième personne. On peut dire j'ai mal aux pieds, je pense à des personnes de la rue, Xavier a dû en voir des dizaines et des dizaines comme ça, avec un pied gangréné, un pied, voilà, par exemple, et qui vont lui dire j'ai mal aux pieds, ou vont dire voilà, mon pied a mal. Voilà, c'est ce clivage intérieur, tellement effectivement la souffrance est profonde. Et tout ça pour amener quoi ? Pour amener effectivement à cette dimension spirituelle qu'il faut absolument pouvoir prendre en compte. Alors soyons clairs, qu'il n'y ait pas d'équivoque. Dimension spirituelle, je ne parle pas de dimension religieuse. Hein. On n'est pas là dans un registre confessionnel. On n'est pas là non plus dans un registre de psychologie. On est là dans un registre de l'esprit, j'allais dire de l'âme. Je ne suis pas un philosophe, hein. Je ne suis pas un anthropologue, donc il y aura peut-être dans la salle des personnes plus calées que moi. Je veux dire en tout cas quelque chose de l'ordre de ce qui donne du sens. Voilà, ce qui donne du sens. L'expérience de la souffrance, parce que ça isole, parce que ça divise, parce que ça ébranle en profondeur notre identité profonde, ça interroge le sens. Donc on pourrait dire la dimension existentielle. Si on est plus à l'aise avec ça, prenons plutôt cette expression, la dimension existentielle. Et qu'on soit médecin, qu'on soit infirmière, qu'on soit travailleur social, qu'on soit bénévole, qu'on soit même un aidant de quelqu'un de sa famille, entendre la dimension existentielle, j'allais dire qui bat dans le cœur et dans la vie de l'autre, c'est indispensable si on veut véritablement pouvoir le soigner, en prendre soin, l'accompagner. Donc cette dimension existentielle, c'est celle qui fait du sens. Voilà. Parle-moi de cette maison que tu as, construite, et justement pour accueillir. De quelle manière accueilles-tu la façon, donc, la maison dont parle le professeur Hervé est donc une maison, un des derniers projets de l'association Aux Captifs la Libération, que j'ai l'honneur de présider, qui rencontre et accompagne des personnes de la rue, environ 7 à 8 000 personnes de la rue par an. Et notre dernier projet, donc le projet, c'est d'abord d'aller les rencontrer dans la rue, de les accompagner socialement, mais aussi culturellement, et justement dans leur interrogation de sens et leur interrogation existentielle. Et donc un de nos derniers projets, ça a été de monter et d'ouvrir une maison qui est rue de Vaugirard, dans le 15e, une maison dont le concept est une vie partagée avec ces personnes. Donc ce n'était pas un centre d'hébergement, j'allais dire, classique. Donc il y a des personnes qui ont connu la rue, 21 personnes qui ont connu la rue, et puis 11 personnes, j'allais dire, qui sont des personnes socialement insérées, donc qui sont des grands étudiants, qui sont des gens qui travaillent ou qui cherchent un emploi, ou des seniors, des personnes retraitées, et qui partagent leur vie. Alors, je veux dire, comme dans une famille, c'est-à-dire que les personnes socialement insérées, le matin, elles vont vaquer à leurs occupations, elles vont l'une à la fac, l'autre au travail, l'autre à leurs activités, etc. Puis elles peuvent revenir le midi, elles reviennent le soir. Et puis les personnes qui ont connu la rue, elles vivent là, et elles réapprennent à vivre. Elles réapprennent la relation. C'est ça qui est le plus compliqué pour quelqu'un qui a connu la rue, la grande souffrance, mais là, en l'occurrence, la rue. C'est de réapprendre la relation, réapprendre à faire confiance en eux-mêmes. Et pour qu'ils puissent apprendre à faire confiance en eux-mêmes, il faut qu'ils fassent l'expérience, on est dans l'ordre de l'expérience, qu'ils peuvent faire confiance
à d'autres personnes, et qui ne sont pas que des salariés. J'insiste là-dessus. Personne de la rue à qui je demandais, mais c'est quoi pour toi l'exclusion? Voilà. C'est quoi pour toi être exclu? Il a répondu du tac au tac, c'est de n'avoir que des travailleurs sociaux qui viennent me voir. Voilà, c'est de n'avoir que des travailleurs sociaux qui sont payés pour ça, qui viennent me voir. Alors évidemment, ce n'est pas un tir de barrage pour les professionnels de la santé ou du social. Sentez bien ce qu'il faut entendre là-dessus. J'ai envie qu'on vienne me voir pour moi. J'ai pas envie qu'on vienne me voir parce que je suis un paumé, parce que je suis un exclu, parce que j'ai raté ma vie. Enfin, tout ce que, en gros, la société projette sur ces personnes. J'ai envie qu'on vienne me voir pour moi, pour être aimé, disait Xavier. C'est-à-dire pour être reconnu comme une personne. Et donc, le projet de cette maison, l'idée, c'est de ça partait de cette expérience que oui, ils ont besoin d'être reconnus. Ils ont besoin de réapprendre à vivre, à rentrer dans une relation et à partager des choses. Alors évidemment, on a un recul, je terminerai peut-être là-dessus, on a un recul, on a ouvert en juillet 2010, donc on a un recul en gros quasiment d'une année et demie. On voit qu'en termes justement de réinsertion, de progrès vers peut-être plus d'autonomie, etc., bien évidemment, il y a des progrès assez considérables, parce qu'on vit avec. Mais ça, on est dans l'efficacité. Mais j'aimerais donner une illustration de ce qui se joue en profondeur quand justement on essaie d'être attentif à ces dimensions du sens de l'existence. C'est le mot de fécondité. C'est-à-dire, il y a quelque chose de l'ordre de la fécondité qu'il faut aussi essayer d'accueillir et de prendre en compte quand on accompagne des personnes de la rue, mais plus largement des personnes, je dirais, qui vivent une fragilité brutale. Parce qu'on vit tous la fragilité. Mais parfois, la fragilité devient fracture. Et là, ça devient brutal, c'est douloureux. Et là, on a besoin d'être accompagné. Un exemple de cette fécondité, c'est tout le chemin qui est souvent fait dans la réconciliation avec la famille. Et un homme donc, qu'on accueille dans cette maison qui n'avait pas vu ses enfants depuis plus de 10 ans. En gros, depuis qu'il était dans la rue, il avait rompu tout contact. Il avait une fille. Et bon, et il s'est dit, voilà, après plusieurs mois passés dans cette maison, il a repris un peu confiance en lui. Il s'est dit, bah, maintenant, j'ai de nouveau appris à être propre, à me tenir, à me lever le matin, peut-être faire des projets qui dépassent l'instant. Voilà. J'aimerais bien reprendre contact avec ma fille, mais ça fait 10 ans que je ne l'ai plus vue, je ne sais plus où elle est. Est-ce que vous pouvez faire ça pour moi? Donc il dit, mais non, on va t'aider, mais c'est toi qui vas le faire. Donc on a cherché sur Internet, on a retrouvé son adresse, on l'a aidé à écrire une lettre, pas simplement dans la forme, mais aussi dans le fond. Voilà, ce travail du sens. Pour lui, c'était l'occasion de relire son histoire, de regarder un petit peu son chemin, ce qui avait été ses échecs, mais peut-être que là aussi, il pensait avoir raté des choses, peut-être que ce n'était pas si raté que ça, finalement. Donc là, un véritable travail de fond. Il a contacté sa fille une première fois, il ne s'est rien passé, il a renvoyé un deuxième courrier, il ne s'est rien passé. Le 25 décembre au matin, c'était l'année dernière, voilà, c'est vraiment le cadeau de Noël. 25 décembre au matin, une jeune femme vient, elle a 25 ans. Elle sonne, elle dit voilà, je voudrais voir Gérard, change son prénom, peu importe, peu importe. Voilà, je viens voir Gérard. Oui, c'est de la part de qui? De la part de sa fille. Donc on tourne à la maison, on lui dit voilà, Gérard, il y a une visite pour toi. C'est qui? C'est ta fille. Il a cru que c'était une blague. Il est allé là dans le salon et sa fille, évidemment, il a fondu en larmes. Ils restent une demi-heure ensemble. Sa fille dit papa, ne bouge pas, je reviens. Elle revient 2 minutes plus tard avec un petit bout qui avait 2 ans. Et c'était son fils, le fils de la fille. Donc finalement, ça, on est vraiment là justement dans quelque chose qui est de l'ordre du sens, et que ce qui se reconstruit, c'est pas simplement, comme le disait Xavier, c'est pas simplement trouver un logement, trouver un travail, refaire ses papiers. La problématique, elle est infiniment plus profonde. Elle est en réalité profondément anthropologique, profondément spirituelle. Donc la question, c'est comment, quand moi je suis soignant, comment je me laisse toucher, comment je me laisse transformer, jusqu'où je suis capable d'accompagner ces personnes dans la grande souffrance, que ce soit l'exclusion ou la maladie psychiatrique, jusqu'où je suis capable d'aller, qu'est-ce que ça interroge, qu'est-ce que ça bouge en moi. Et donc, oui, cette dimension spirituelle chez l'autre, ça interroge clairement ce qui nous fonde, quelles sont nos racines, où est-ce que je trouve ma source. Nous avons demandé à Jacques Blachère, qui est sur la droite, là, qui, avec Hélène, a la responsabilité, justement, d'un lieu
qu'on appelle une passe. Et c'est vrai que ce soit au niveau de l'assistance publique de Paris, que ce soit au niveau de l'Agence régionale de santé, de grandes questions se posent, jusqu'à même l'évaluation de ces lieux pour se demander s'ils sont utiles ou pas, et en quoi ils participent justement d'une entrée telle qu'elle a été définie là, c'est-à-dire entrer justement chez ces personnes par le soin. Si tu veux bien prendre la parole, ça vous ferait plaisir. Merci Christian de ton invitation. Je voudrais vraiment faire une courte intervention et je voudrais débuter en rebondissant sur ce que vous disiez, Monsieur Emmanueli, sur l'absence de demande des sans domicile fixe. Alors, il y a eu une petite expérience dans le 4e arrondissement de Paris où la maire du 4e arrondissement avait décidé que parmi ses administrés, il y avait aussi ceux qui vivaient sur ces trottoirs. Et lors des grands froids, avait décidé d'ouvrir une salle de la mairie aux clochards du 4e arrondissement, puis des arrondissements alentours. Et donc, elle les gardait à dîner, et puis elle les gardait aussi à coucher. Et puis finalement, ça s'est pérennisé un peu au bout de quelques années. Et puis, elle a commencé à inviter différentes personnes à ces dîners. Alors, ce n'étaient pas les dîners les plus courus, hein, vous l'imaginez, mais il y a eu quelques médecins qui se sont invités à ces dîners. Alors au début, c'était un petit peu difficile, ils n'étaient pas demandeurs, hein, ces personnes, de rencontrer un médecin. Et puis finalement, lorsqu'on dîne à la même table, on finit par discuter. Et puis assez souvent, au bout de quelques séances, eh bien, il y avait quelques questions, après plusieurs soirées, quelques questions d'ordre médical, d'ordre personnel parfois. Parfois, il y avait certains qui cherchaient à s'isoler avec un médecin pour soit discuter de quelque chose un peu plus intime, de montrer une partie de son corps. Et il y avait clairement une demande. Alors, on a l'habitude de dire que les SDF, eh bien, ils utilisent le système de santé lorsque le corps ne fonctionne plus et ils l'utilisent quasi exclusivement par les urgences. Eh bien, je crois que ce n'est pas toujours vrai et que de temps en temps, eh bien, on peut avoir une relation. Alors, comment vous disiez ce couple mystérieux entre le médecin et son patient, avec une délicatesse éthique. J'ai beaucoup apprécié ces mots-là. Alors parfois, ce couple mystérieux peut être un couple difficile, peut être un couple conflictuel, et c'est vrai qu'avec les SDF, c'est pas facile de faire un couple médical, mais c'est toute la magie de la relation médicale. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est les avancées de ces dernières années, qui sont pour moi des avancées extrêmement importantes, avec en 1999 la création de la couverture maladie universelle, qui je pense est une véritable avancée, et puis la création, toujours en 1999, de l'aide médicale État. Alors, il faut bien comprendre que la prise en charge, ce n'est pas l'accès aux soins, qu'on peut avoir une prise en charge et ne pas bénéficier des soins. Et malheureusement, il y a un gradient socio-économique extrêmement fort en France, surtout en France, qui fait que bien plus on est pauvre, plus on est précaire, et moins on utilise le système de santé, même si on en aurait potentiellement la possibilité. Alors, vous disiez, Monsieur Emmanueli, qu'on était à la veille d'un bouleversement. C'est vrai que c'est vraiment insupportable d'entendre cette urgence de la prise en charge des SDF dès que les froids apparaissent, et puis que cette urgence soit intégralement oubliée à l'approche des beaux jours, et que finalement cette urgence est une urgence qui est horriblement différée. Voilà, quand vous disiez qu'on était à la veille d'un bouleversement, moi je crains vraiment que le contexte, alors voilà, contexte économique, le contexte de courte vue, on a l'impression qu'on a du mal à évaluer ce que va être notre lendemain en matière économique, en matière sociale, en matière monétaire, enfin bon. Ben voilà, j'ai peur que c'est cette prise en charge-là qui va en pâtir. C'est de la prise en charge des individus les plus fragiles qui va en premier lieu en pâtir, et moi, vraiment, ça m'inquiète. Je voudrais ensuite insister sur le fait que ces sans domicile fixe, c'est probablement une forme assez extrême de précarité, mais il y a toute une autre série de précarité qui est beaucoup plus du quotidien.
Alors la précarité, c'est probablement un enchaînement d'événements, un enchaînement d'expériences qui vont appauvrir l'individu, qui vont appauvrir l'environnement de l'individu et qui va le mettre dans une situation de forte instabilité et une situation de forte fragilité. Et cette personne-là va avoir, et ça a été montré dans de nombreuses études, il y a eu un rapport du Haut Comité de santé publique qui a été publié en décembre 2009, qui justement essayait de rechercher les causes des inégalités sociales de santé. Vous savez peut-être qu'on est malheureusement parmi les meilleurs, enfin les pires, en matière d'inégalité sociale de santé en France. Les pauvres sont beaucoup moins bien soignés que les riches, sont beaucoup plus sujets à plein de maladies, à des maladies organiques, à des maladies psychiatriques, aux pathologies infectieuses transmissibles, aux addictions bien sûr, mais qu'en parallèle, eh bien, les pathologies qui sont diagnostiquées chez ces précaires sont des pathologies qui sont à des stades plus avancés et malheureusement, ces précaires ont un plus faible recours au système de soins, même s'ils en ont la possibilité légale. Alors, je disais qu'il y avait d'autres formes de précarité et que sans aller jusqu'à ne plus avoir de domicile fixe, ou d'ailleurs de domicile tout court, eh bien, il y a toute une série de précarités, de logements bien sûr, mais d'emplois, de précarité financière. Vous savez qu'on considère actuellement qu'il y a tout un groupe de travailleurs pauvres avec des revenus qui sont en dessous de ce qu'on considère être le minimum vital. Il y a probablement 10% de la population de la région parisienne qui est dans cette situation de bas revenus. Et puis, il y a la précarité administrative. Alors, combien y a-t-il de sans-papiers en France? On entend dire 500 000, avec plusieurs centaines de milliers qui sont en situation de déboutés du droit d'asile, donc qui n'ont vraiment absolument aucune possibilité administrative. Ils sont peut-être 1 million, je ne sais pas. Mais tous ces précaires, eh bien, ils ont actuellement des possibilités de soins. Et j'espère que ça va durer, mais je suis effectivement assez inquiet sur le fait que ça puisse ne pas persister, ou en tout cas pas persister à ce niveau-là. Et donc, je voudrais peut-être finir par aller un petit peu d'optimisme et quelques points positifs. Alors c'est vrai que à l'Hôtel-Dieu, il y a cette consultation de médecine générale sans rendez-vous, permanence d'accès aux soins de santé. Donc ça veut dire que les individus qui ne peuvent pas payer la consultation médicale, qui ne peuvent pas payer le bilan biologique, qui ne peuvent pas payer le traitement médicamenteux, eh bien, on peut trouver une façon de leur donner ces soins sans que ça leur coûte. Alors on fait des demandes de prise en charge, on fait des demandes de mise en PAS, permanence d'accès aux soins de santé, et ils peuvent ne pas payer les soins. Alors cette structure à l'Hôtel-Dieu est une structure qui fonctionne, je trouve, de façon très satisfaisante. Ce n'est pas le cas des structures de prise en charge des démunis dans les autres hôpitaux. Et souvent, ces structures sont extrêmement marginalisées, sont très fragilisées, et elles ont vraiment besoin d'un soutien extrêmement fort pour continuer à avancer. Alors à l'Hôtel-Dieu, il y a une demi-douzaine de médecins qui sont tous des médecins généralistes qui font une part de leur activité dans le cadre de cette consultation et qui font vraiment, je crois, un travail remarquable. Et puis il y a quelques victoires, quelques réussites individuelles, et c'est ça qui fait le miracle au quotidien. Donc on a, comme l'histoire de M. Xeri, des réconciliations familiales, et c'est à chaque fois des histoires aussi émouvantes que celles que vous avez rapportées. On a de temps en temps des guérisons, même si soigner, c'est déjà amplement suffisant. De temps en temps, il y a quelques guérisons, notamment par rapport à des addictions, en plus de guérisons de pathologies aiguës. Il y a de temps en temps le miracle de la réinsertion de certains individus.
Et puis, de temps en temps, eh bien, on se suffit d'une espèce de réentrée dans le droit commun, c'est-à-dire de réentrer dans un parcours de soins qui est un parcours de soins conventionnel. Et c'est déjà, pour certains, une grande victoire. Et puis, je voudrais juste finir avec quelque chose qu'on entend très habituellement, qui est la fréquence des pathologies psychiatriques parmi les gens qui sont dans une grande précarité. Et donc on entend dire habituellement que la pathologie psychiatrique est très fortement prévalente. Et c'est vrai qu'elle est probablement prévalente, mais voilà, dans les différentes enquêtes, eh bien, on se rend compte qu'il y a un quart, ou pire, un tiers de ces individus qui ont un trouble psychiatrique sévère. Certains, moins importants, ont un trouble grave de la personnalité. Mais parmi ces troubles psychiatriques, il peut y avoir ce qu'on appelle des situations d'anxiété pathologique, des situations de dépression. Très franchement, la vie d'un précaire, c'est une vie qui est terriblement anxiogène, qui est terriblement dépressogène. Les exilés parmi les précaires ont parfois vécu des exils particulièrement traumatiques, ont parfois vécu des persécutions. Et je pense qu'il ne faut pas maximiser ces pathologies psychiatriques chez les précaires et les mettre en avant. Je pense qu'il faut réellement avoir une vision très individuelle de ces personnes. Et là, je vous retrouve tous les deux, vraiment, et je crois que ce sont des individus avant d'être des personnes de leurs conditions. Voilà, mais on a parlé assez longtemps, et je pense qu'il faut vraiment maintenant passer... Alors moi, je souhaite... Je me présente, je m'appelle Jean-Pierre Foucault. Je ne fais pas de télévision, mais je suis responsable sur Paris des populations dont on vient de parler. En effet, M. Emanueli doit nous connaître. Je préside depuis un certain temps la PTM, qui est un lieu de demandeurs d'asile, d'accueil des demandeurs d'asile, de gestion de plusieurs milliers de dossiers sociaux de sans-papiers et autres. Je voulais vous remercier, M. Emanueli, des propos que vous venez de tenir sur l'incompréhension entre les politiques, les médias et ce que nous faisons sur le terrain. Nous avons, vous et moi, vécu un drame récent qui est l'incendie de l'hôtel Opéra. Vous savez comme moi qu'une deuxième action en justice est en train de se faire et qu'il va y avoir, j'espère, un aboutissement. Ceci étant, je voudrais remercier les deux autres intervenants. Pour la première fois, j'entends dire que les populations que nous accueillons ont quelquefois des besoins de santé, ont quelquefois des perturbations psychiatriques. Merci, M. Blacher, d'avoir dit qu'un certain nombre d'entre eux viennent du terrain de la guerre. Est-ce que vous imaginez qu'aujourd'hui, dans Paris, nous avons des personnes qui viennent des chantiers, enfin des lieux où, au Moyen-Orient ou ailleurs, il y a beaucoup de drames. Ces personnes sont accueillies, sont accompagnées de leurs enfants. Et leurs enfants, pour l'instant, qu'est-ce qu'ils ont? Les 2 mètres carrés à peu près de la chambre de leurs parents, la cour un peu plus grande de nos centres. Et ils ont aussi, et ce qu'on a un peu oublié, l'extraordinaire dévouement d'un certain nombre d'enseignements dans les écoles. Mais je pense que là aussi est en train de se créer quelque chose de dramatique pour leur personnalité future. Ils deviennent les interprètes de leur famille, tant à la fois socialement et médicalement parlant. Et puis je voudrais profiter de ces moments pour sensibiliser les uns et les autres sur la nécessité constitutionnelle de respecter la laïcité dans un certain nombre de circonstances. Nous avons été obligés, quand certaines de nos populations sont décédées à l'hôpital, qui n'étaient pas de religion
disons, européenne, majoritaire, les corps étaient quasiment laissés à l'abandon. J'ai eu un coup de téléphone il y a quelque temps en me disant « il est au frigo depuis 20 jours, je ne peux plus le garder plus longtemps ». Voilà aussi les limites de nos interventions. Et je voudrais dire aussi une dernière chose, c'est que, et M. Emmanuelli a eu le courage de le dire en public, on nous coupe les vivres. J'ai passé toute ma matinée avec un certain nombre de représentants et des banques et des services publics qui ne comprennent pas très bien que ce que nous faisons coûte de l'argent, ou tout du moins nécessite qu'on ait de l'argent tout de suite. Je dois rappeler que l'État nous a coupé les vivres pendant plusieurs mois, que la dernière en date d'une banque a été de ne pas donner le pécule que la loi nous oblige heureusement à donner à nos résidents. Voilà le contexte, merci de l'avoir évoqué. Et si les uns et les autres, vous voulez en savoir plus, on est plusieurs associations, la nôtre et d'autres, à bien vouloir répondre. Et je me suis totalement, M. Emmanuelli, pour pouvoir subsister, nous ne répondons pas à la presse. Oui, juste pour vous répondre, je vous connais évidemment, mais ça pose un problème que j'ai évoqué. Comment les pouvoirs publics peuvent aller au-devant d'un phénomène majeur, mondial, qui est le déplacement de ces populations? Les biens circulent, l'argent circule partout dans le monde, puisqu'il y a une crise financière partout. Mais je trouve que c'est normal que les gens circulent. Les gens circulent et vont chercher des solutions. Ça n'est plus des paysans, c'est des itinérants qui vont venir dans les villes. Donc c'est difficile à prévoir, ça. C'est difficile, et c'est pour ça que je pense qu'on est en crise. C'est un vrai phénomène qu'on ne sait pas nommer, et quand on ne sait pas nommer les choses, on ne sait pas les traiter. Oui, Anne Dedane, conseillère référendaire à la Cour des comptes et vice-présidente d'un cabinet de communication. Moi, je n'ai pas de déclaration à faire, mais une question. Non, on a tous été à la fois émus et tout à fait touchés par les propos qui ont été tenus, et dont personne ne contestera ni la légitimité ni la beauté. Mais d'un point de vue politique, si on se place au niveau des nombres, et pas uniquement des personnes humaines telles que vous avez décrites, on fait comment pour prendre en charge de façon complète et telle que vous l'avez décrite, et personne ne pourra dire autre chose que oui, on fait comment politiquement et économiquement? Voilà au moins une question. Claire. Oui, mais attendez, on n'est pas dans une enceinte politique, il n'y a pas de réponse à ça. Là où on en est. Je voulais faire quelques déclarations, moi aussi. Hein. Il n'y a pas de procédure automatique pour sortir les gens en nombre de l'exclusion. Ça n'existe pas. Quand on parle comme ça, ça veut dire qu'on ne connaît pas la souffrance. Nous, on est du point de vue du soignant. Donc, on ne demande pas, on n'est pas dans la toute-puissance en même temps. On n'y arrivera pas si on voit comme ça. Et c'est pour ça que je pense qu'on est à la veille d'une grande crise du sens, de la dénomination. Camus a dit une chose que je reprends à mon compte et je l'aime beaucoup, c'est les choses mal nommées ajoutent à la souffrance du monde. Parler, comme vous dites, c'est un parler politique, il n'y a pas... je veux dire, on ne peut rien en faire. On peut le constater, mais on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut demander aux politiques? Il y a l'immigration, elle est mondiale. Ça va donner à terme les grandes mégapoles. Il y en a déjà 30 de plus de 20 millions d'habitants. Comment on fait? Je veux dire qu'on a le point de vue du médecin ne peut pas rentrer directement dans ces considérations. Bien sûr qu'il y a un point de vue global, politique, de voir des horizons, de voir des pistes, mais il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement global. Vous voyez? Donc on ne peut pas poser la question, parce que ça veut dire tirer le tapis sous les pieds des soignants. En effet, quand on dit c'est une goutte d'eau dans l'océan, je suis d'accord. Mais on est dans le monde des hommes et des femmes évidemment, on est dans le monde des hommes, toutes les actions sont symboliques. Je vous en parle en connaissance de cause. Dès que vous faites un dispositif que vous croyez bien, et avec votre professionnalisme, votre cœur et votre expérience,
immédiatement, il y a un dispositif qui vous imite, qui vous dit que vous êtes un vieux con, où il y a qui, après vous avoir imité, il y en a un autre qui va se monter par analogie, en tache d'huile. Et ainsi, ce que vous faites, vous aurez des gens qui vont faire autre chose, mais dirigés contre vous, ou il y a des gens qui vont faire autre chose différent. Et ce que votre goutte d'eau devient immédiatement un système. La réponse ne vient pas du haut, elle ne peut pas, elle viendra du bas. Et on ne sait pas analyser, personne ne sait analyser toutes ces initiatives. Les gens qui ont pris l'initiative, vous ne les connaissez pas. Et vous ne pouvez pas les connaître. Les médias ne peuvent pas les regarder, elles n'ont pas les outils pour voir les choses nouvelles. Donc ça sera une surprise. Merci. Une question, hein, on n'accepte qu'une question, monsieur, s'il vous plaît. Une question. Hein. J'ai juste oui, je suis le docteur Mamo. J'habite Paris. Alors, j'ai juste une petite question à vous poser, le docteur Emmanueli, juste pour compléter. Je vous rappelle simplement que, disons, ici, vous voyez l'amphi, il y a beaucoup de jeunes qui sont là, et on est dans un milieu universitaire. Nous sommes dans un milieu universitaire. Alors, au service du professeur Blanchet qui est à côté, eh ben, c'est lui qui apprend les jeunes qui sont là, qui passent dans ce service, à voir les exclus et tous les gens que vous avez cités. Alors moi, j'ai une toute petite question à vous poser. Est-ce que vous avez l'idée comment est organisé les soins des exclus dans d'autres pays européens? Vous avez l'idée? De façon que quand ces jeunes qui sont dans les services de monsieur, du professeur Blanchet, qui est à vos côtés, il y a aussi des jeunes qui viennent dans ce service, qui viennent dans le cadre d'Erasmus. Donc, est-ce que vous pouvez dire un peu, disons, aux jeunes Français qui sont dans la salle, une idée de la façon dont les urgences sont organisées dans d'autres pays européens? Moi, je peux vous dire une chose, c'est que les jeunes gens qui font des études, en effet, dans cette fac, peuvent venir, et ils viennent. On a organisé une rencontre avec le SAMU social. Ils passent une nuit. Ça fait partie de leur stage. Donc, ils ont une idée du médico-psychosocial et ce que c'est que cette population exclue pour être autre chose que des techniciens. Maintenant, ce qui se passe dans les autres pays, si vous parlez des pays africains, asiatiques, je peux vous dire que les systèmes de santé ne nous ont pas attendus. Ils voient les choses différemment. Ils se sont organisés. Et d'ici 5 ans, on aura la surprise de comprendre que les pays du Sud, les grandes capitales, qui sont déjà confrontées à l'immigration, au déplacement de population, à la pauvreté, à la précarité, à la grande exclusion, en particulier des enfants, c'est ceux-là qui vont nous apprendre comment gérer, parce qu'ils ont pris, eux, la rafale de plein fouet avant nous. Mais je vous dis que je ne suis pas un grand prophète ni un petit prophète. Je ne sais pas ce que sera le futur. Ce que je sais, c'est que nos vieilles institutions n'y résisteront pas. Elles sont déjà sous tension. Elles vont disparaître. Ce que sera le monde nouveau, je ne le sais pas, je ne suis pas invité à y participer. Mais je peux pressentir que il ne sera pas du tout pareil que celui qu'on vit maintenant. Les intuitions, les actions viendront des gens qui ont déjà pris l'initiative. Alors, Dina Vernant, je suis médecin à l'Hôtel Dieu. Xavier, c'est un peu une question pour toi. On a un parcours. Oui, mais je crois que c'est surtout à toi que j'ai posé cette question. Et elle va concerner tous ces jeunes médecins qui, éventuellement, vont s'engager, parce qu'il s'agit d'engagement, vers ce type de soins. Et comme la médecine, c'est un sacerdoce, toute médecine est un engagement. Je voudrais savoir ce que tu penses de ce que disait Lacan du soignant. Le soignant est un soi niant. 5 minutes pour répondre. Oui, il faut un peu de temps parce que tu as posé une question complexe. D'abord, je vais te dire que pour l'engagement, je fais la différence
et il ne faudrait pas la faire, entre la fonction et la mission. Ce n'est pas pareil. La fonction, on peut l'apprendre, on l'apprend dans les livres, dans les polycopiés, et on passe des examens pour apprendre les procédures et les techniques. La mission, on l'apprend auprès d'un maître qui a envie de se former avec la médiation affective. Donc, comment on s'engage? On s'engage parce qu'on a compris. Deuxièmement, l'engagement des jeunes types, c'est une initiation. C'est ce qu'ils cherchent à tâtons. C'est de passer de l'adolescence à l'âge d'homme. Toutes les cultures ont compris, toutes les anciennes cultures, que ce passage où on s'éprouve soi-même, on s'éprouve en équipe, on éprouve sa force, on éprouve le danger, c'est un passage où on est mis en face de soi-même. Il y a des épreuves initiatiques. Et ce passage dans un autre état est absolument nécessaire. Les gens qui s'engagent vont faire ce passage. Sans ça, il n'y a pas d'évolution psychique et du cœur. La troisième chose, l'engagement, c'est une fidélité. Je m'engage et je serai fidèle à moi-même. Je fais mon serment. Avant, on parlait des gens de la rue ou des gens errants. On disait que c'était des gens sans aveu. C'est-à-dire que leur parole ne veut rien. Mais il faut faire la preuve que ta parole, c'est une fidélité à toi-même, à ce que tu projettes. Et c'est vraiment très difficile. C'est précisément ce qu'on doit apprendre à l'école, dans les facs. C'est la valeur de... C'est pas un sacerdoce. La valeur du service. Et ça définit une personnalité. Je pense que c'est aussi la valeur de nos maîtres de savoir transmettre ça. Mais c'est difficile. Notre connaissance, notre culture, elle est technique. On ne nous apprend pas ça, il faut le deviner. Mais il faudrait orienter, pour ouvrir les cœurs et les esprits, orienter vers cette fonction, vers cette mission de donner de l'être. Et c'est ce que réclament les gens et ce qu'ils reconnaissent. Philippe Vanès, je suis médecin généraliste retraité, j'étais installé dans le 14e. J'ai beaucoup travaillé dans le réseau Rive Gauche, en particulier au niveau des toxicomanes et de l'exclusion. Et la petite question que je voudrais poser, c'est que on est dans l'urgence de la prise en charge, mais aussi on est dans la prise en charge de l'urgence. Et la question qu'on s'est toujours posée, c'est comment faire en sorte qu'on sorte de l'urgence. Pour ce que disait Jacques tout à l'heure, c'est comment faire en sorte que des gens qui vont avoir déjà une exclusion ne se retrouvent pas dans des lieux où il n'y a que des exclus, et comment faire le relais avec le système de soins normal, habituel. Et je crois que les jeunes qui sont là peuvent l'entendre aussi. C'est-à-dire finalement, comment on peut essayer de travailler en réseau pour que quelqu'un qui arrive, qui n'a plus aucune attache sociale, puisse se retrouver un jour dans un cabinet de médecine générale, comme certains se retrouvaient chez moi, avec des toxicomanes, avec des grands-mères, avec des mères qui viennent pour avoir des bébés. Et aussi, au milieu de tout ça, il y a quelquefois un exclu qui dérange un petit peu, mais bon, pourquoi pas. Et moi, je crois que c'est important. Voilà, c'est à la fois une question puis une affirmation. Alors, avant de peut-être passer le micro à la personne qui est juste derrière Philippe Vanès, donc Hélène Léger, qui est à mon avis la mieux placée pour répondre à cette question, puisqu'elle travaille au quotidien à cette consultation PASS de l'Hôtel-Dieu, qui est une consultation qui initialement s'est voulu être une consultation non stigmatisante. Donc au sein du centre de consultation, les précaires sont avec les autres, et la consultation n'est pas qu'une consultation dédiée aux patients précaires, et il y a de temps en temps, et j'espère assez souvent, des réentrées dans le droit commun, comme tu le disais, Philippe. Juste avant ça, je voudrais juste peut-être répondre à ce que vous disiez, monsieur Emmanuelis, sur la solution viendra pas d'en haut, et les expériences du bas sont des expériences importantes. J'ai eu l'opportunité d'avoir une rencontre la semaine passée avec le ministre de la Santé de Chine, qui est un homme absolument exceptionnel, qui est un médecin, qui est hématologue, Dr Chen, qui a travaillé à Saint-Louis, qui est d'ailleurs un élève de Jean Bernard, qui est, je crois, quelqu'un d'important pour toi, hein, Christian. Ce Dr Chen
m'a expliqué qu'il avait, en arrivant au ministère de la Santé en Chine, un objectif principal, qui est que les maladies qu'il appelle maladies dramatiques, donc ces maladies qui vont nécessiter une prise en charge difficile, le plus souvent coûteuse, donc voilà, les cancers, les accidents vasculaires, et bien que ces maladies dramatiques ne signifient pas la ruine de l'individu et de la famille. Et donc, il m'a expliqué qu'il avait mis en place, et c'est actuellement réellement opérationnel en Chine, une couverture pour ces maladies dramatiques, donc quelques maladies, qui est une couverture, non pas pour tout le monde la même couverture, mais qui est une couverture en fonction des revenus et des moyens des gens. Et donc certains qui sont les plus pauvres sont couverts à 90%, donc l'une de ces objectifs, c'est qu'il y ait toujours une participation financière d'un individu, même aussi petite soit-elle. Et puis pour les plus riches, eh bien, cette couverture est de peut-être 40%. Et donc il a expliqué qu'en arrivant au ministère de la Santé, le coût de la santé en Chine, c'était 5% de la richesse nationale, 5% du produit intérieur brut, et qu'aujourd'hui, la mise en œuvre de cette mesure, et exclusivement de cette mesure, a fait que le coût de la santé en Chine est passé à 5,9% du produit intérieur brut, avec une augmentation, vous le savez, dans ce pays, du PIB qui est très importante d'une année sur l'autre, parce qu'il y a une croissance qui est encore actuellement très importante. Et donc en volume financier, c'est très important, mais c'est quand même presque 1%, un point du PIB. Et je trouve que c'est une réponse qui est une réponse tout à fait adaptée à la situation des individus dans ce pays qui est dans une échelle dont on n'a pas conscience, où il faut parer au plus pressé. Et parer au plus pressé, pour lui, ça a été la prise en charge de ces maladies dramatiques. Mais bon, c'était juste un petit commentaire. Peut-être, Hélène, tu peux nous expliquer comment ça se passe à l'Hôtel-Dieu, à cette passe de l'Hôtel-Dieu. Alors d'abord, c'est assez amusant parce que c'est Philippe qui m'a formé à la médecine générale et c'est moi qui lui réponds maintenant. C'est assez amusant. Je pense que la première des choses pour passer, je dirais, de l'urgence à autre chose, c'est ce que disait Xavier Emmanueli tout à l'heure, c'est de créer un climat de confiance. Tant qu'il n'y a pas une vraie confiance qui est établie entre la personne de la rue et le médecin, jamais il pourra passer le relais autre part. Ça ne marchera pas. Il faut vraiment qu'il ait une relation, je dirais, avant tout humaine avec la personne pour pouvoir passer à autre chose et pour pouvoir faire le relais vers quelqu'un d'autre. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, comme avec tout patient, le relais, il ne passera que s'il le fait derrière avec un médecin en qui lui-même le médecin a confiance. C'est-à-dire que si moi je fais un relais et que je l'envoie, je lui donne une adresse et je lui dis tu vas aller là-bas, ça ne marchera jamais. Jamais. Hein. Il faut que la mise en confiance, elle se fasse devant le patient. La plupart du temps, téléphoner au médecin généraliste de ville en lui disant voilà, j'ai un monsieur avec moi, il a ça, ça, ça. Est-ce que tu peux le prendre en charge? Et là, le patient, il va avoir confiance pour passer à autre chose. Troisième chose, et je rejoins en ça ce qui a été dit tout à l'heure, le temps n'existe plus. C'est-à-dire que la notion de temps est tellement différente que ce qui peut vous paraître une journée peut prendre 10 ans. Et il ne faut pas se presser à passer à autre chose. Il faut d'abord avancer avec la personne, attendre qu'elle arrive à un autre désir, je dirais, à un autre besoin, pour pouvoir faire ce relais. Donc il faut le faire, mais il faut le faire dans le temps du patient avec qui on est et pas dans notre propre temps. En fait, ouais. Moi je suis étudiante en DCEM2 et j'avais une question par rapport aux soignants. Comment il peut s'adapter à la détresse de ces personnes? Parce que j'ai eu plusieurs expériences à travers différentes associations, bref. Et à chaque fois que je voyais un sans domicile fixe, enfin ce qu'on considère nous comme sans domicile fixe, appeler le 115, c'était un appel de détresse. C'était pas un appel comme ça, sans une raison, c'était dans un contexte particulier. Donc c'est nous, ce qu'on peut considérer un appel de détresse dans une détresse globale. Donc comment le soignant peut s'adapter à cette personne qui vient ou qui appelle en état de détresse sur un état que nous, soignants ou autres, on considère comme un état de précarité? Mais ma réponse va être
plusieurs niveaux. D'abord, je voudrais faire une différence entre sans domicile fixe et sans-abri. Un sans domicile fixe, ça veut dire fixe. Il n'a pas de solution pérenne de domicile, mais il peut aller chez des copains, dans un squat, dans des associations. Un sans-abri, c'est un peu plus grave, beaucoup plus grave. C'est des gens qui n'ont même pas l'abri, ils ont juste un petit territoire de survie. Donc déjà, ça donne une indication où est-ce qu'on est dans la détresse des gens. La deuxième chose, je voudrais aussi qu'on s'accorde sur peut-être la sémantique. Et il y a une grosse différence entre pauvreté, précarité, exclusion. C'est pas les mêmes concepts. Et comment on fait? Je crois que on peut faire quelque chose que quand on a fait un rapide bilan, c'est un diagnostic. Mais on peut s'approcher des gens et les interroger. Alors, leur poser quelques questions. Ça va aider les intervenants et ça va montrer l'intérêt qu'on a pour eux. Il y a pas on ne va pas faire du chalutage. Si on commence à dire ils sont tous en souffrance dans la rue, c'est très facile. On appelle les pompiers, la police, et ils vont ramasser ces gens, les conduire provisoirement dans des centres d'hébergement d'urgence sans lendemain. Je crois qu'il faut faire son boulot de soignant, c'est-à-dire faire un diagnostic, aller au plus profondément et envisager l'orientation. Je crois que l'urgence, c'est 1, aller auprès des gens. 2, ce que vous disiez tout à l'heure, établir un lien symbolique. Je veux dire, on n'est pas 36 000 à parler, à s'approcher d'eux. Il faut un ton de voix, on ne peut pas donner d'ordre. Enfin bref, ça s'apprend, ça. Et puis, essayer de donner les premiers secours et en tout cas une orientation correcte vers les urgences psychiatriques, vers le lien infirmier, vers l'hôpital. Mais l'hôpital, être sûr, en prenant contact avec les urgences, qui va être pris. Donc je crois que quand on est un soignant responsable, il faut faire le diagnostic de façon à pouvoir proposer une orientation. Mais c'est sur soi-même, sur celui qui s'approche, que repose la responsabilité de la suite. J'avais un patron qui disait « Une réanimation commencée ne doit pas être arrêtée. Si vous ne savez pas ce que la suite va donner, ne faites pas votre réa. Passez votre chemin. » Et là-dessus, j'ai encore 2 minutes pour finir l'exemple. Je cite souvent, c'est une histoire vécue, mais un peu synthétisée de plusieurs exemples qui sont arrivés. Vous voyez un pauvre clochard le long du mur avec son litron à côté. Il est jeune, vous avez le cœur fendu. C'est merde, un jeune. Ou alors vous dites, bon, dans le fond, il l'a bien cherché, c'est un paresseux. Bref, il avait qu'à rester dans son pays. Donc, on ne sait pas trop quoi faire, on passe son chemin. Mais le même, quand vous avez passé votre chemin, se lève, fait quelques pas, descend du trottoir, une voiture arrive et le renverse, il y a du sang partout. Alors à ce moment-là, tout le monde sait quoi faire. Et on ne sait pas quoi faire, on est séché devant l'homme, puisque on ne sait pas du tout comment il se situe, mais devant l'organisme en danger, là on sait quoi faire. Donc il y a un petit paradoxe, et c'est précisément la responsabilité du soignant de savoir où il est, de quel côté il est. S'il est du côté de l'organisme ou c'est du côté de l'homme. C'est un choix. Et je pense qu'on peut synthétiser, mais c'est ça qui vous appartiendra, vous, quand vous serez soignante. Thibaut, simplement pour compléter ce que dit Xavier sur comment faire, il y a ce que peut faire le soignant en direct, voilà, faire un bilan, être proche, etc. Mettre en lien, et notamment, j'insiste notamment sur Paris, mettre en lien avec les associations de lutte contre l'exclusion. On évoquait, juste avant que ne commence cette causerie avec le professeur Blecher, les liens qu'il pouvait y avoir entre les urgences de l'Hôtel-Dieu et l'antenne de Haut Captif La Libération qu'il y a vers Paris-Centre, mais c'est pareil sur une antenne du 10e en lien avec le service d'urgence de la Riboisière. Ça, c'est, j'insiste sur Paris parce qu'il y a une densité d'hôpital importante, une densité d'associations de lutte contre l'exclusion importante, et que là, il y a vraiment quelque chose qui peut vraiment être important pour tous, et pour les associatifs, et pour les équipes qui reçoivent soit des urgences, soit des passes, de façon à vraiment pouvoir remettre en relation à la personne, en sachant que la demande n'est pas toujours adaptée. Effectivement, il peut y avoir à l'hôpital une demande qui relève davantage de l'association, et
Je peux dire que souvent à l'association, il y a des demandes de nature médicale face auxquelles on n'est pas du tout, on n'a pas la compétence, etc. Enfin, ce sont des travailleurs sociaux, des bénévoles. Donc c'est important, je crois, là où on exerce, y compris quand on est généraliste, de savoir quel est le tissu associatif et quels sont les, grosso modo, les liens que les associations, les membres, salariés ou bénévoles des associations ont pu tisser avec telle ou telle personne. Et par expérience, on voit que c'est quelque chose qui peut être, qui résout pas tout, mais en tout cas qui peut être clairement contributif. J'ai le micro, je posais la première. Gérald Kerzek, je suis urgentiste à l'Hôtel-Dieu. Juste pour rebondir sur la question de Dan et la réponse de M. Emmanueli, pour faire lien justement, on vient de monter un partenariat avec la Mie de Pain, qui est un refuge, et on offre avec les urgences de l'Hôtel-Dieu un circuit VIP pour les SDF, c'est-à-dire une espèce de boucle rapide pour que les médecins à la Mie de Pain, qui est un refuge, puissent nous appeler. On prend en charge de manière prioritaire le patient SDF, voire on l'hospitalise, et il a son lit réservé le lendemain pour pouvoir avoir ce circuit favorisé pour qu'il soit pour une fois mieux traité que les autres, j'allais dire, et non pas moins bien traité. Et pour juste rebondir en disant les idées vont venir de la base, bah oui, elles viennent de la base, puisque là, elles viennent de chez nous. Ça ne coûte pas plus cher, c'est-à-dire que ça ne coûte pas plus d'argent, parce que c'est simplement une histoire d'organisation. On espère implanter les lits du SAMU social à l'Hôtel-Dieu, parce que voilà, ça fait partie de notre mission. Le financement, ce n'était pas tellement ça qui posait problème, et c'est pour rebondir sur votre réponse en disant les idées viennent du bas, oui. Elles ne viennent pas du haut. Par contre, le haut peut soit les soutenir, soit les bloquer. Et nous, notre problème à l'Hôtel-Dieu, c'est ni un problème de financement, d'organisation, des idées, j'allais dire, on les a. Le pétrole ou le financement, il y est, parce que sur les lits du SAMU social, ils sont financés. Par contre, le problème, c'est la décision ou la non-décision politique. Et c'est ça qui nous gêne actuellement. Donc, je voulais avoir votre réaction. Alors, mon sentiment, je pense encore que ça va venir de la base. Je ne veux pas faire de démagogie, mais on ne peut pas savoir ce que font les gens dans leur coin parce qu'on ne peut pas répertorier. Et donc, on a des grilles administratives d'analyse. Quand vous faites, je me rappelle qu'avec Madame Bessac, on avait ouvert une maison pour les personnes âgées du quartier. On a eu un financement en tant qu'essai, en tant qu'expérimentation. Mais après, on nous a dit, mais il faut passer en cross. Mais est-ce que vous prenez Alzheimer, vous ne pouvez pas plus vous recevoir du public. Il y avait des contraintes telles. On ramène à la case pour décrypter que la base ne peut pas s'exprimer dans ce contexte. Il ne peut pas. Et donc, pas financer. Il faut se démerder. Et c'est une créativité permanente dont on n'a pas les moyens de voir. Deuxièmement, les politiques ne sont pas dans la toute-puissance. Je peux vous dire, pour en avoir fait l'expérience, que c'est d'abord les lobbies qui font pression sur eux, et ensuite c'est des auto-représentants qui essayent de faire passer leurs propres idées. En général, ce n'est pas vraiment nouveau. Il y a quand même quelque chose que je voulais dire à ces personnes, puisqu'on est à la fac, c'est que les maladies traditionnelles, comme la tuberculose, reviennent. On dit qu'il y a une résurgence de la tuberculose. Il y a un retour de la tuberculose, bien sûr. On a baissé la garde. Et on a trouvé les conditions, stress, alcoolisme, malnutrition, et puis les uns avec les autres, promiscuité. La tuberculose, elle fait son métier, elle vient. Mais il y aura d'autres maladies émergentes. Donc il faut avoir l'esprit ouvert. On ne pourra plus faire avec les remèdes d'hier ce qui va se passer demain. On ne sait pas. Le coût de la vaccination H1N1, le coût des clusters des Escherichia coli. Enfin, on voit très bien que des nouveaux environnements vont apporter des questions nouvelles qu'il va falloir avoir l'ouverture d'esprit, d'accepter les systèmes D qu'on ne pourra pas normaliser. Complément sur les politiques très, très rapides. Je pense qu'il faut demander et exiger des politiques, et en même temps, il ne faut pas se tromper et leur demander des choses qu'ils ne pourront pas donner. Très concrètement, ils vont donner des financements, ils vont voter des lois. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est ce qu'on a entendu dans nos échanges, des financements qui tentent à se contracter, des lois, le professeur Blacher rappelait par exemple, voilà, la CMU, la ME, il y a la RSA, etc. Très bien. Mais ils ne peuvent pas faire forcément plus. Quand j'entends, pas polémiquer, mais par exemple sur ce drame qui est intervenu de ce bébé qui est mort sur le trottoir, j'ai entendu certains dire, voilà, le pouvoir public laisse mourir les enfants dans la rue.
personnellement, j'ai beau être entre guillemets du côté des associatifs, je ne peux pas m'associer à ce genre de formulation. Je crois qu'il faut être très clair. Les politiques, oui, on doit exiger des choses. Ils sont comptables de l'argent public. Ils sont aussi comptables de la solidarité nationale. Donc oui, on doit vraiment les pousser à ce que les financements soient justes, que les lois soient justes, efficaces, etc. Mais il n'en demeure pas moins, et ça me fait penser à une dernière phrase que j'ai entendue de l'abbé Pierre. Quelques semaines avant sa mort, je l'avais invité à participer à un colloque. Bon, évidemment, vous doutez qu'on sentait bien que voilà, il était déjà très âgé et que tout le monde avait un peu l'oreille tendue à ce qu'il disait. Il disait, mais finalement, je me rends compte après toutes ces années qu'il ne faut pas autant compter sur les politiques que je ne le pensais au début de ma carrière. Voilà, comptez sur vous, engagez-vous à titre associatif, à titre individuel, dans vos fonctions, à l'hôpital, etc. C'est essentiellement là que ça se passe. Encore une fois, c'est une affaire de personne. Donc, ne projetons pas sur les politiques des pouvoirs qu'ils n'ont pas et des moyens dont ils n'ont pas la disposition. Bonjour, Fanny Chambon. Merci d'avoir repris la question des politiques, parce que je pense que on est dans une res publica, et donc c'est la chose publique, donc effectivement ça doit venir de la base, mais peut-être qu'effectivement on leur demande de donner du sens ou de rester cohérent dans ce qu'ils proposent, ou dans ce qu'ils financent, ou ce qu'ils choisissent d'un point de vue de la loi. Moi, je suis interne en médecine générale, actuellement à la PAS de Saint-Louis. Et finalement, j'avais plutôt une question à notre doyen. Puisqu'on a beaucoup parlé d'individus, on a beaucoup parlé d'humains, de relations. Et d'une certaine manière, je suis un petit peu déçue de l'enseignement que j'ai pu recevoir pendant 9 ans, en fait. Je suis au dernier semestre de médecine générale. Et dans cette fac ? Pas seulement dans cette fac. Ça a changé depuis. Non, mais je suis encore interne de Paris 5. Ça fait 3 ans et demi que j'y suis. Et j'ai eu un accueil qui, sur certains points, a été très fructifiant et sur d'autres a été très décevant. Et notamment sur tout ce qui concerne la relation humaine et sur l'ouverture d'esprit, sur la capacité à s'ouvrir aux autres, et pas toujours seulement des malades, mais aussi des hommes. Et je suis convaincue qu'on est médecin parce que d'abord on est humain. Et voilà, c'est vraiment quelque chose, un effort que j'aimerais qu'il fasse partie de nos études médicales qui sont, on l'a parlé tout à l'heure, beaucoup de techniques, et je trouve qu'elles sont très techniques et pas assez centrées sur la relation et encore moins sur la spiritualité. Alors, vous avez sûrement raison, et on doit encore faire des efforts. Mais à partir du P1, je dirais, et pendant toutes les études de Paris 5 actuelles, depuis 2005 à peu près, nous avons un enseignement d'éthique. En particulier, j'ai l'année dernière rendu responsable Christian Hervé d'un enseignement de 25 heures, qui est encore en optionnel, mais que je vais rendre obligatoire, pour les étudiants, un enseignement qui est fait par les patients et par la relation médecin-malade, qui est faite par les généralistes, qui est faite par les psychiatres, et qui est faite maintenant par les patients et les associations de patients. Et en plus, on crée cette année une filière spéciale qui s'appelle médecine humanité, qui est une filière qui introduit qui pendant le P2, D1, les étudiants peuvent suivre des enseignements de philosophie, d'épistémologie, de sociologie, qui est une première année, puis une deuxième année plus spécialisée. On fait énormément d'efforts, et Christian Hervé est la cheville ouvrière de ces efforts. Et les rencontres Hippocrate, où je n'ai pas assez d'étudiants en médecine, mais il y en a quand même quelques-uns que je remercie d'être là. Mais je trouve que c'est aussi une occasion de leur ouvrir l'esprit. Vous avez vu, ça me permet d'aller vers la conclusion. Vous avez vu que la prochaine fois, ça va être la médecine humanitaire par Jean-François Mattei avec Francine Leca, Alain Deloche. Après, il y aura d'autres. Regardez le programme, le serment d'Hippocrate, qui est vraiment quelque chose de très important. Donc, on fait tous les efforts. Certainement, il n'y en a pas assez. J'envoie des externes au SAMU social depuis 5 ans. Et ils sont d'ailleurs très contents d'aller là-bas. Combien on en envoie? 3 par trimestre? 2? 2? Je peux vous en envoyer 3 si vous voulez. Voilà. Donc, merci. Peut-être une dernière question. Une dernière question.
voulais conclure. Qui rejoint un petit peu celle de ma collègue interne en médecine générale. Je m'appelle Mathieu Piccoli, je suis également interne en médecine générale. Je suis représentant des étudiants dans cette faculté, peut-être plus pour très longtemps puisqu'il y a une élection aujourd'hui. Et effectivement, on connaît les efforts du doyen envers l'enseignement de l'éthique, mais j'avais une question qui était à double tranchant également pour lui, mais également pour tous les intervenants d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez, au regard de la place et de l'ampleur du phénomène de l'exclusion, qu'un enseignement qui serait dédié à cette problématique doit être généralisé dans les facultés de médecine? Parce que comme c'est un phénomène, comme vous l'avez dit, qu'on a du mal à définir à la fois en tant que soignant et à la fois en tant qu'être humain, même citoyen de cette société, est-ce qu'on ne pourrait pas le toucher du doigt pour tous les étudiants en médecine et pas uniquement dans cette faculté-là? Et du coup, est-ce que vous avez des préconisations à l'égard du doyen qui se trouve à vos côtés, mais également des autres doyens des facultés de médecine de France, pour que ce phénomène-là puisse être un petit peu plus enseigné? Je ne suis pas doyen, je suis à l'abri maintenant, mais ce que je crois, c'est que tôt ou tard, les universités vont prendre ce phénomène. C'est obligé. Pourquoi? Parce que les futurs médecins vont rencontrer ça. Et il va falloir sortir des définitions faciles. J'ai dit la définition politique. Quand je vous dis exclusion, qu'est-ce que c'est que l'inclusion? Qu'est-ce que c'est? Donc personne ne peut le dire, ce que c'est que l'inclusion. Donc les exclus, c'est quoi? Est-ce que moi j'ai écrit qu'il y avait un syndrome de la grande exclusion? Je ne suis que médecin. J'ai vu des ordres et une vraie, j'ai décrit un grand exclu. Qu'est-ce qu'il présente à la lumière de mon expérience? J'ai écrit un livre là-dessus, la grande exclusion. Mais après, il y a toutes les marges. L'exclusion, c'est aussi l'exclusion sociale. C'est par exemple les gens qui n'ont pas la connaissance, et vous n'avez pas besoin d'aller très loin, de la symbolique entre les gens. Par exemple, quand je dis bonjour, je crée un lien pour me faire comprendre. Ça veut dire que la petite rencontre qu'on va faire, elle va être pacifique. C'est ça que je dis. Je ne dis pas je viens là pour te draguer, je viens là pour te casser la gueule, je viens là pas pour te proposer une assurance auto, je viens en paix. Et c'est un signe de pacification. Donc, mais il y a plein de petits symboles comme ça. Quand vous voyez des gens avec des piercings, avec des tatouages, ils veulent dire quelque chose. Ça, ce n'est pas appris dans les facs. Et il faudrait donner ces cours-là de ce que signifie son corps, son apparence. Et comme ça, on comprend mieux l'exclusion et les remèdes qu'il y apporte. Xavier, je vais te confier un enseignement optionnel sur l'exclusion. Écoute, je veux bien faire une conférence. Mais non, mais je crois que ça va venir. Et donc, il faut être patient. À vous de pousser un peu vos doyens. Ça veut dire aussi une ouverture d'esprit. Regardez, sous Louis XIV, il y avait des gens qui avaient compris la circulation du sang. Ils venaient d'Angleterre. Et puis, des gens qui farouchement étaient contre l'université. Donc, ils se sont battus. Il a fallu la décision politique du roi qui dit il y a une circulation sanguine et c'est comme ça. Et c'était une décision politique. Et je crois que les doyens, ils auront du mal à sortir des cases toutes faites, qu'on leur impose d'ailleurs, mais qui s'imposent à eux-mêmes. Ça ne va pas être facile, ça va prendre des années, mais ils vont le faire. Je vous dis ma prédiction, j'en suis sûr. Je voudrais, si tu me le permets, finir. Non, c'est une conviction que j'ai, puisque j'ai le droit de le dire. Maintenant, ça a été autour de ma prise de parole. Je pense qu'on ne s'en sortira pas si on ne fait pas émerger la transcendance de l'être, quel qu'il soit. Au début du SAMU social, je disais aux équipes, mais j'ose plus parce qu'il y a les syndicats Sud, CGT. Puis de toute façon, je me suis barré. On ne peut pas dire ce que je disais au début. Cette nuit, vous allez rencontrer des gens qui sont de même rang et de même statut que vous. Ils ont aussi d'importance. Et chaque fois que quelqu'un meurt, c'est une perte irrémédiable. Difficile à dire ça. Ils le comprenaient, c'est ça l'engagement. De dire, voilà, vous allez trouver des gens à la dérive, mais c'est des êtres comme vous. Transcendance, spiritualité, c'est peut-être des mots qu'il faut peut-être introduire. Je n'ai pas dit religion. Hein.
encore que j'ai mon point de vue là-dessus, et je reprendrai celui de Frossard. Pour moi, c'est une conclusion géniale. Et je vais vous la livrer parce qu'elle m'accompagne. Elle dit Dieu est tout-puissant, on est d'accord. Mais Dieu ne sait pas compter, il ne sait compter que jusqu'à 1. Et je trouve que cette définition de la toute-puissance me rappelle que chacun dit moi je, chacun est un individu, et que nous, on ne doit jamais l'oublier. Voilà.